Bonjour à tous et bienvenue sur le programme POCTEFA, sur ce nouveau webinaire. J'espère que vous me recevez tous. Alors, je suis Émilie Lalanne. Est-ce qu'on a des confirmations déjà que les gens reçoivent? Non, peut-être pas. Donc, je suis Émilie Lalanne, je suis technicien financier au secrétariat conjoint du programme. Et donc, nous allons faire cette présentation qui a pour but de vous mettre en contact tous les bénéficiaires avec le contrôleur de premier niveau, donc qui est KPMG. C'est un contrôleur qui a fait le contrôle des dépenses de septembre et donc qui a identifié au fur et à mesure, en faisant le contrôle de vos dépenses, un certain nombre d'erreurs récurrentes qu'il a pu trouver. Donc l'idée, c'est de vous former, de vous faire un retour sur ce qui a été rencontré pour que vous puissiez améliorer vos déclarations de dépenses. Je rappelle simplement que c'est dans l'intérêt de tous, autant pour vous, pour éviter de perdre trop de temps sur la déclaration de dépenses, qui sont un exercice assez fastidieux en coopération, pour faire gagner du temps au contrôleur aussi, qui a investi beaucoup d'énergie dans sa première déclaration de dépenses pour vous accompagner et essayer de sauver un maximum de dépenses, et bien sûr à nous-mêmes, puisque nous vous accompagnons régulièrement dans cet exercice. Donc, nous faisons ce webinaire d'abord en français. David Poirot, qui est notre interlocuteur du côté français, va nous présenter ces dépenses. Mais avant tout, et de façon à vous permettre de rencontrer un petit peu les membres de l'équipe et les techniciens financiers, ma collègue Concepción Baraja va nous présenter un petit peu les enjeux pour que vous compreniez quels sont les enjeux au niveau de la fraude, parce que nous, comme secrétaire conjoint et autorité de gestion, nous avons l'obligation de faire un reporting. Donc, je vais lui laisser la parole pour qu'elle nous présente un petit peu en quelques mots les principaux objectifs de l'autorité de gestion dans cette lutte antifraude. Tu veux la présentation? Oui, alors on va la lancer, elle est là. Alors, ne quittez pas, je suis assez relativement novice sur cet exercice, donc je vais aller chercher le PowerPoint. Je vous remercie de votre patience, le temps que nous le trouvions. Parfait. En espagnol, donc je peux la... Mais il faut que je fasse un... Nous y voilà. No, ponlo en modo presentación. Nous y voilà. Est-ce que l'un d'entre vous, des assistants au séminaire, pourrait nous envoyer un petit message comme quoi ça marche? Si, ça marche. Voilà, merci de votre retour. Je passe la parole à ma collègue Concepción Baraja, technicien financier de l'autorité de gestion. Bonjour Conchi. Bonjour à tous. Alors, moi, je pensais intervenir à la fin, donc je suis un peu prise à court et j'ai une présentation qui est en espagnol, mais c'est pas grave. Il y a 3 éléments importants depuis l'autorité de gestion qui, en fait, dans le rôle du programme, travaillent plus en amont de vos certifications de dépenses. Donc, les 3 éléments que je voulais en fait juste présenter très rapidement, c'est que après le contrôle administratif d'article 125, qui est en fait celui que vous êtes en train d'avoir avec notre auditeur KPMG et les dépenses que vous êtes en train de certifier, il existe d'autres contrôles qui, conformément à la stratégie d'audit en conjoint avec l'autorité d'audit qui est en fait l'équivalent de la CICC en Espagne, qui est l'IGAE, va se faire sur un échantillon avec un nombre sélectionné d'opérations et de bénéficiaires pour un contrôle que nous allons appeler de 2e niveau, qui est l'article 127 du règlement. Alors, en fait, ce qu'il faut tenir compte, c'est que cette structure de contrôle qui va se faire a posteriori peut-être pour votre opération, donc tout est hypothétique, ce sont des campagnes annuelles. Donc, sur les 3-4 ans de certification de dépenses que vous allez avoir, vous avez une possibilité de tomber dans cet échantillon. Ça sera un audit qui sera beaucoup plus complet avec une visite in situ de l'auditeur. Et en fait, je voulais juste mettre l'accent dans votre préparation de certification de dépenses sur les aspects suivants.
Avoir une comptabilité séparée, c'est-à-dire avoir un centre de coûts analytique pour les entreprises privées ou avoir un programme ou avoir un projet identifié dans votre comptabilité. C'est pour cela qu'on vous demande le champ référence comptable qui permet en fait de tracer chaque dépense dans vos livres de comptabilité. Et quand je dis chaque dépense positive et négative, c'est-à-dire je veux dire aussi chaque recette. Donc ça, c'est un élément très important qui permet en fait une piste d'audit complète au maximum et qui vous permet de garantir que vous avez votre, je dirais, projet contrôlé, identifié à part et qu'il reçoit en fait le financement que vous êtes en train de déclarer votre plan financement d'une façon, je dirais, transparente. Révision de documentation physique. Bon, ça maintenant, il y a beaucoup de charges qui est faite sur CIGEFAM. Il y a toujours des éléments que les contrôleurs vont voir après en physique ou comparer les originaux avec ce qui est chargé. La communication se voit aussi sur place et bien sûr, un audit sur place permet de réviser les infrastructures, les activités réelles et je dirais de descendre au tangible tout ce qui est votre présentation de dépenses. Bien. L'autre élément dont je voulais parler, qu'annonçait avant ma collègue Émilie, c'est tout ce qui est transparence et fraude. Nous avons un cycle donc anti-fraude comme n'importe quel programme qui contrôle des fonds publics, avec une prévention, une détection et des mécanismes de correction et de dénonce aux différents organismes officiels qui nous correspondent. Alors, ce qui est important ici, c'est que l'autorité de gestion du programme POCTEFA et toutes les institutions qui font partie de l'organisation et la gestion du programme ont une politique et un compromis de lutte antifraude avec une tolérance zéro dans tous les process du programme, depuis la sélection de votre projet jusqu'au paiement final. Il est parfois pénible ou, je dirais, non compris certaines demandes qui viennent par rapport aux signatures, aux personnes qui peuvent, je dirais, compromettre ou certifier certaines informations du programme. Mais cela est très important, en fait, parce qu'en fait, ce sont ces personnes-là qui engagent et qui permettent après de pouvoir répondre aux cas de demande. Voilà. Et puis, je voulais juste donner des exemples, en fait, de ce qu'on peut considérer, je dirais, éléments, je dirais, délicats par rapport à tout ce qui est la fraude. Donc, ce sont surtout dans les process de marché public, tout ce qui peut être des filtrations, tout ce qui peut être, en fait, des conflits d'intérêts non révélés, des spécifications de marché non pactées. Très important, les doubles financements. Donc, soyez très clairs. Déclarez bien vos financements dans les déclarations de dépenses et de financement. Et éventuellement, s'il y a des financements qui arrivent qui n'étaient pas prévus, ben, il faut en fait en parler à vos gestionnaires de projet et voir les différentes transactions qui font le faire. Les coûts, vous allez parler après beaucoup de coûts de personnel, donc tout ce qui est en fait non correct ou des faux, des certificats ne sont pas corrects. De la même façon pour les factures. Tout ce qui est proratage de coûts de personnel qui ne sont pas corrects. Et voilà. Bon, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont des méconnaissances et non intentionnelles. L'important et justement le but d'aujourd'hui, c'est d'arriver à vous donner des outils pour pouvoir répondre à toutes ces questions que vous avez au jour le jour lors de la réalisation et votre quantification de dépenses pour qu'en fait, il n'y ait pas de correction, qu'on se comprenne bien et n'hésitez surtout pas à poser les questions. Toute l'équipe du programme est là pour vous aider et justement arriver à ce que nous ayons des taux de rejet des dépenses inférieurs à 2%, sachant que la bonne gestion d'un programme ou la mauvaise gestion d'un programme répercute sur tout le reste des bénéficiaires du programme, sachant qu'en fait, il y a sur ces campagnes annuelles et ces taux de rejet de dépenses, si on est au-dessus de 2%, on rentre dans des gestions de programmes qui peuvent affecter à tous les bénéficiaires. Donc, merci pour votre coopération et bon courage. Merci beaucoup, Conchi. Alors, on va revenir sur la caméra. Je pense.
Je veux bien ton aide, Cristina. On me voit ou pas? Tienes que quitarlo de compartir el tercero. Ese. Ah oui, voilà. Y ahora enciende la cámara porque ya está apagada. Ah, je l'avais éteinte. Voilà. Donc, on va passer la parole à David Poiron. Merci Conception pour ton intervention. Je ne sais pas si les gens t'ont vu du coup, mais je pense qu'on si on a le temps, David, tu pourras, à la fin, on reviendra un petit peu pour expliquer et pour contextualiser le second niveau. Voilà. Je vous laisse avec David Poiron. Alors, et là, c'est David qui prend directement la. S'il veut partager son. Alors, David, si tu veux partager? Je me permets, pardon. Il n'est pas disponible, ma présentation. Il y a la version en Alors, je vais moi-même Merci beaucoup. la partager, la présentation de David Poiron, donc qui est de KPMG, qui fait partie des auditeurs qui auditent. Bonjour à tous. Alors, donc je vais chercher l'autre. C'est bien celle-là. C'était la. Ouais, voilà. Parfait. Voilà. Merci beaucoup. Je vais tâcher, David, de tourner les pages au fur et à mesure. Super. Merci beaucoup, Émilie. Donc, bonjour à tous. Donc, vraiment, les objectifs de cette séance, comme l'a présenté Émilie juste avant, c'est de faire une sorte de point d'étape, un état des lieux de toutes les fautes ou les erreurs récurrentes qu'on a pu observer sur les 105 déclarations que nous avons contrôlées et de clarifier en fait ce que nous, de notre côté, nous attendons pour au final faciliter tout ce process de certification. Alors, je fais une petite parenthèse, c'était également notre première certification du programme POCTEFA. Nous avons appris au fur et à mesure à s'améliorer. Tout n'a pas été parfait, mais sachez que nous aussi, de notre côté, nous avons pris des notes sur ce que nous devions améliorer et je suis certain que la deuxième déclaration se passera de la meilleure façon possible. Donc, si on peut juste continuer. Voilà. Donc là, c'est vraiment les erreurs d'ordre général qui ne sont pas forcément appliquées à des dépenses ou à des types de dépenses spécifiques. Donc, par exemple, la première, c'est donc l'absence de tampon, du tampon, nom du projet, pourcentage de répartition des coûts. Parfois, en fait, c'est une information qui va manquer, principalement sur tout ce qui va être facture électronique. Donc, c'est évidemment pas nécessaire d'avoir cette information sur les fiches de paie ou sur les charges patronales, mais les feuilles de temps doivent contenir l'information complète ou un certificat de temps d'allocation de l'employé au projet. Et ça doit être fourni en fait en annexe de votre déclaration ou de toute justification avec les documents. Voilà. Ensuite, on avait une absence de la déclaration des dépenses signées. Alors ça, c'est arrivé assez souvent, mais aussi, je l'avoue, de notre côté, parfois, elle n'est pas rangée au même endroit que tout le monde. Donc en fait, il faut chercher, mais parfois, on ne la trouve pas. Donc c'est pour ça qu'on vous pose la question de nous la partager. Et peut-être, vous, de votre côté, vous l'aviez déjà enregistré, mais c'est juste qu'on ne l'a pas trouvé. Donc, essayons juste de communiquer un petit peu plus et normalement, tout se passera bien. Alors, je préfère préciser également que pour la prochaine déclaration, nous demanderons que la déclaration originale signée soit envoyée par courrier postal directement à notre bureau. Ça permettra de faciliter les choses. Nous, notre suivi sera beaucoup plus simple et on ne cherchera pas pendant des heures sur la plateforme. Donc, normalement, ça sera beaucoup plus simple également pour vous. Voilà. Émilie, pardon, excusez-moi, on vous entend pas. Je vous vois parler, mais oui. Coupez le micro pour pas gêner la présentation de David. Je me permets une petite intervention. Donc, c'est une excellente idée de toute façon qu'on puisse améliorer ces points-là. Indiquer simplement qu'il y aura toujours l'obligation de remettre sur la plateforme en plus de l'envoi à KPMG, puisque nous-mêmes au secrétariat conjoint, nous avons besoin de les voir. Mais effectivement, c'est une bonne mesure. Excusez-moi, David. Excuse-moi, je te laisse continuer. Voilà. Alors, la prochaine, c'est donc toujours dans les erreurs générales. Donc oui, l'absence de l'attestation de TVA signée. Donc,
Si vous pouvez systématiquement apporter une attestation signée précisant si vous êtes assujetti ou non à la TVA, si vous pouvez la récupérer partiellement ou si vous la récupérez totalement, il faut absolument préciser ce pourcentage sur une attestation signée. Sans cette attestation, nous, on ne pourra pas valider les dépenses. Quand les attestations sont insérées sur la plateforme SIGEFA, il faut là, c'est vraiment un tout petit détail. Si vous avez beaucoup de bénéficiaires, c'est plus simple pour nous si vous pouvez juste mettre les initiales du bénéficiaire dans le titre de document. C'est une petite parenthèse, mais ça facilite énormément notre travail. Mais voilà, donc vraiment, pour la TVA, apporter une attestation signée de cette TVA si vous la récupérez totalement ou partiellement et en précisant le pourcentage. Nous, ça nous facilitera également le recalcul s'il y a besoin, mais ça nous facilitera la tâche. Voilà. Alors, le suivant, c'est absence de la piste d'audit. J'entends par là, vous déclarez un montant et ce montant n'est pas clairement identifié sur la facture. C'est peut-être, vous avez une facture et vous avez acheté plusieurs choses pour différents projets. Et du coup, ce que vous avez déclaré, c'est la somme de quelques dépenses. Si vous pouviez, donc, en plus de cette facture, apporter une précision en précisant qu'est-ce que vous avez intégré justement dans votre déclaration. Ça nous éviterait de chercher et de chercher quelle somme a été utilisée pour Poctefa et déclarée pour Poctefa. Ça nous faciliterait la tâche. Et donc, si vous pouviez apporter un tableau récapitulatif en annexe, on n'aurait pas besoin de vous poser la question derrière. Voilà. Et la dernière, c'est absence de retour dans le cadre de la phase contradictoire. On n'a malheureusement pas eu de retour pour certaines déclarations. Sans retour, nous sommes obligés de conclure avec nos conclusions, enfin avec nos conclusions provisoires, mais on conclura comme ça. C'est dommage. Parfois, c'est peut-être un mail qui se perd. On a bien fait attention à ce que les emails qu'on utilise soient en lien avec ceux qui sont enregistrés dans la plateforme SIGEFA, mais également dans le tableau Excel qui avait été partagé par Émilie par la suite. Toutefois, prenez bien le temps en tout cas et utilisez ces 10 jours ouvrés, après quoi nous on sera obligé de conclure. Voilà. Simplement, je me permets encore une petite parenthèse concernant la mise à jour des emails. Comme vous le dit David, énormément de difficultés pour vous contacter. C'est dommage. Et des fois, on refuse des dépenses qu'on n'aurait pas envie de refuser parce qu'on est sûr que vous pourriez nous les expliquer. Et donc, je rappelle clairement qu'on vous a demandé de renseigner le responsable de notification. On vous envoie des rappels depuis le mois de janvier. C'est quelque chose qu'il fallait faire depuis le mois d'octobre. Donc, s'il vous plaît, saisissez cette donnée. C'est essentiel à la bonne communication et c'est dans l'intérêt vraiment de tout le monde. Donc, aujourd'hui, plus de la moitié on vous relance, mais vous êtes encore plus de la moitié des bénéficiaires de Poctefa à ne pas avoir saisi cette donnée. Donc, nos collègues vous relanceront sur le sujet, mais merci de le mettre à jour. Je te laisse continuer, David. Merci, Mille. Donc, la prochaine slide, c'est donc encore des erreurs de type général. Donc, là, on va dire c'est l'absence de pièces justificatives. Donc, dans le cas où la déclaration des dépenses n'est pas correctement signée par deux représentants légaux, les preuves de paiement doivent être fournies absolument pour chaque dépense. Donc, tout ce qui est hors de transfert ne sont pas considérés comme des preuves de paiement. Il est nécessaire qu'il y ait un relevé de compte où on voit en tout cas la dépense décaissée de votre compte bancaire. Dans les cas des paiements par remise, il faut apporter des pièces justificatives bancaires du paiement total et qui permettent de refaire le calcul et de comprendre la remise qui a été attachée à cette dépense. Ensuite, absence de la documentation des marchés publics. Alors, on a appris aussi à utiliser la plateforme SIGEFA et on a bien vu que vous aviez d'une part les dépenses qui sont déclarées avec les pièces justificatives et d'un autre côté, vous aviez aussi également la documentation des marchés publics affectée à chaque dépense utilisée. Très bien. Toutefois, ce n'est pas toujours le cas. Elles sont pas toujours là. Et parfois on vous relance sur les annonces d'appel d'offres, les clauses administratives particulières, les contrats, le tableau récapitulant
quel choix vous avez réalisé, quels critères d'évaluation vous avez utilisés et également les rapports techniques de l'évaluation. Afin de faciliter en fait tout ce travail de revue documentaire des marchés publics, nous vous recommandons, nous vous invitons à inclure dans CIGEFA en fait un listing en fait des procédures d'engagement que vous avez appliquées des marchés publics avec l'indication enfin quelle procédure vous avez appliquée. Ça nous permettra nous d'avoir une base, de savoir exactement ce que vous avez utilisé comme documentation. Donc et après nous on pourra vérifier si cette méthodologie appliquée était celle adaptée. Donc, je vous invite vraiment, hein, je vais me répéter, pardon, mais à produire ce listing. Ça peut être un document Excel simple, en précisant les marchés que vous avez fait et juste en précisant la procédure que vous avez appliquée. Voilà. Ensuite, l'absence de formulaire d'auto-évaluation des aides d'État. Donc, le formulaire doit être complété et archivé sur la plateforme CIGEFA. Ce n'est malheureusement pas toujours le cas et parfois on est obligé de vous relancer et c'est juste dommage parce que c'est une documentation qu'on vous demande en plus. Donc bien penser à la compléter, à l'archiver sur la plateforme CIGEFA. Encore une fois, si on vous le demande, c'est qu'on ne l'a pas trouvée et peut-être qu'elle est là, mais je vous assure qu'on cherche. Voilà. La suivante, c'est l'absence de justificatif pour la génération de recettes. Alors, dans le cas où les bénéficiaires ont prévu de générer des recettes, les documents suivants doivent être fournis, une analyse coût-avantage et sinon, une attestation écrite et signée attestant que vous n'avez pas généré de recettes durant la période du projet. C'est une information qui est nécessaire et qui est nécessaire absolument pour justifier que vous n'avez pas généré de recettes durant la période de la déclaration. Et pas forcément du projet, mais de la déclaration plutôt. Absence de justificatif pour les mesures d'information et de publicité. Alors, il faut apporter des preuves visuelles pour toutes les mesures d'information et de publicité réalisées. Donc, si vous avez des publications, des annonces, des brochures, merci de bien vouloir apporter des photos et tout ce que vous pouvez qui va justifier que vous avez respecté les mesures d'information et de publicité. Par ailleurs, il faut aussi préciser dans le rapport intermédiaire ou peu importe, nous préciser si une page web a été créée dans le cadre du projet et si celle-ci mentionne bien le projet. Comme ça, nous, on aura juste à vérifier, mais parce que parfois, on va regarder sur Internet pour vérifier si le projet a créé une page web, mais c'est plus simple de nous dire si vous en avez une ou pas. Voilà. Je me permets d'intervenir de nouveau, David, c'est parce qu'on reçoit beaucoup de questions, donc deux ou trois questions simplement. Tout ce que nous vous recevons, nous allons vous répondre en ligne. Donc, mes collègues sont là pour vous répondre en général et aux interrogations que vous pouvez avoir. Et nous ferons une foire aux questions qui seront téléchargées après le webinaire. Donc, voilà pour ce point-là. Concernant la prochaine déclaration de dépenses qui est dans la tête de beaucoup d'entre vous, ce sera au 1er avril, comme chaque année. C'est en avril et en septembre. Cette année, j'espère que le 1er avril tombe bien, mais ça doit être le cas, sinon mes collègues ne me le passeraient pas. Voilà, je vous laisse continuer et je change de diapositive. Merci, Émilie. Alors, donc là, on va revoir les erreurs par catégorie de dépenses. Ah. Parfait. Alors, donc là, c'est tout ce qui va être en lien avec les frais de déplacement et d'hébergement. Pour tout ce qui est justificatif du motif des déplacements qui est insuffisant, généralement, vous allez déclarer vos dépenses de déplacement et d'hébergement, mais vous ne liez pas forcément ce déplacement avec une activité ou une réunion dans le cadre de POCTEFA. Et donc, sans cette justification de l'intérêt de ce déplacement, donc le lien entre le déplacement et POCTEFA, on ne peut pas justifier la dépense. Donc, il est nécessaire de justifier cet intérêt, c'est-à-dire si vous avez une activité, si vous avez une réunion pour le projet, d'apporter les documents justifiant que la réunion a bien eu lieu. Ça peut être un compte-rendu de réunion, ça peut être une feuille d'émargement avec les participants à la réunion. Voilà. Simplement, David, ajouter qu'on a un outil dans CIGEFA
qui a été créé l'année dernière. Et d'ailleurs, vous pouvez voir, parce qu'un certain nombre d'outils concernant l'archivage étaient d'un webinaire du mois de juin l'année dernière que je vous invite tous à regarder. Nous disposons désormais d'un petit module qui s'appelle Réunion. Et ça vous permet de créer une réunion au sein du partenariat dans lequel, si l'un d'entre vous, dans le partenariat, je sais pas moi, le chef de file, il a fait la réunion, il peut mettre tous les justificatifs dans cette réunion. Et vous autres, les partenaires, quand vous créez votre dépense de voyage, vous allez voir apparaître dans cette réunion, dans le masque de saisie, dire moi tel déplacement c'était relatif à la réunion qui apparaîtra dans le menu déroulant. Donc ça c'est très pratique pour vous organiser entre vous et éviter de dupliquer l'information. Et c'est très pratique aussi pour les contrôleurs pour pouvoir voir toutes les réunions qui ont pu avoir lieu. Réunions, séminaires, il n'y a pas de souci, ça peut être de différentes typologies. Voilà pour l'outil. Je vous coupe, je me tais, je laisse continuer. Alors, l'absence de justificatif de la personne qui a fait le voyage. Donc, évidemment, tous les frais d'hébergement des employés de l'entité doivent être déclarés sous la catégorie frais d'hébergement, même si ces frais sont facturés par des agences de voyage. Dans les cas où il y a des frais d'hébergement qui sont déclarés pour une personne externe à l'entité bénéficiaire, alors il faut un certificat expliquant son rôle dans le projet son rôle au sein de l'entité de votre organisation pour justifier la dépense. Là, on va passer donc à la catégorie dépenses, frais de conseil et services externes. Alors ça, c'est quelque chose qui, je vous l'avoue, arrive souvent. C'est quelque chose qu'on vous demande souvent. C'est l'absence de preuve de résultat de service fait. Donc pour tout service, pour tout conseil, pour tout cela, il faut absolument une preuve du produit final du service contractuel qui a été fourni. Ça peut être une étude, ça peut être une brochure, un rapport, mais il faut absolument que nous, on puisse vérifier et contrôler que ce pourquoi vous avez fait cette dépense, eh bien, au final, a bien été réalisé. Frais d'équipement. Donc là, c'est un peu exactement la même chose, mais c'est plus l'absence de justificatif prouvant que l'équipement est entièrement dédié au projet. Donc, dans le cas où le coût de l'équipement est entièrement déclaré à POCTEFA, une attestation certifiant de son utilisation exclusive au projet est obligatoire. C'est quelque chose qu'on va demander maintenant systématiquement. Nous ne l'avions pas fait durant cette déclaration-là, mais c'est quelque chose qu'on va faire systématiquement pour la prochaine déclaration. Donc, dans les cas où le coût de l'équipement est partiellement déclaré à POCTEFA, une attestation expliquant le pourcentage d'application est nécessaire pour justifier la dépense. Ça, normalement, nous l'avons demandé et nous l'avons demandé systématiquement. Dans le cas où les coûts d'amortissement sont déclarés, il faudra fournir la facture, la pièce justificative de paiement et le calcul de l'amortissement. J'appuie un peu plus sur le calcul de l'amortissement car c'est généralement quelque chose qu'on vous a souvent redemandé parce que ce n'était pas sur la plateforme. Ensuite, l'absence de justificatif de la présence physique de l'équipement. Donc, c'est un petit peu comme le service fait, c'est juste pour prouver que la marchandise que vous avez achetée, l'équipement que vous avez acheté a bien été reçu et que vous l'avez bien. Donc, des photos et d'autres évidences visuelles doivent être fournies pour justifier l'existence de l'équipement pour le bénéficiaire qui le déclare. De la même manière, il est important de fournir une preuve visuelle que les autocollants mentionnant le logo de l'UE et le cofinancement sont bien présents sur les équipements. Alors, les frais de personnel. Là, on a fait une grande partie car c'est complexe et donc on a pris le temps de bien préciser chaque méthodologie. Alors, donc, ici, on va commencer par les personnes travaillant à temps complet sur le projet, 100%. Donc, nous, ce qu'il nous faut, c'est premièrement justifier le lien contractuel avec l'entité. De l'employé vers l'entité. Donc, contrat de travail, la nomination et le document de désignation. Voilà. Ensuite, il faut justifier le lien avec le projet, donc un certificat dans lequel il est précisé que 100% du temps de travail de l'employé est alloué au projet. Et ensuite, il faut justifier la dépense. Donc, vous avez le salaire brut, la charge patronale. Donc, en lien avec ça, vous devez apporter la fiche de salaire ou alors, évidemment, vous avez la simplification, la documentation de simplification qui a été partagée, où vous apportez un listing signé. Enfin, nous, ce qu'on veut, on voulait juste vous présenter les trois choses que nous devons, les trois étapes en fait de contrôle que nous devons faire.
Ensuite, la deuxième chose, si on passe à la slide suivante, c'est les personnes travaillant à temps partiel sur le projet avec un pourcentage fixe. Donc là, c'est exactement les mêmes étapes que l'on doit contrôler. Toutefois, le lien avec le projet, il est impératif que l'attestation détaille les tâches réalisées par l'employé dans le cadre du projet et justifie donc son pourcentage de travail. Donc évidemment, là également, on doit avoir une attestation signée dans laquelle il est précisé le pourcentage du temps de travail de l'employé alloué au projet. Et enfin, le dernier, c'est personnes travaillant à temps partiel sur le projet avec pourcentage variable. Alors là, un document expliquant le calcul du prix horaire ou du taux horaire fait par le bénéficiaire et une convention collective ou une accréditation du nombre d'heures considéré pour le calcul. Alors là, c'est vraiment, en tout cas pour nous, l'endroit qui a été pas le plus compliqué, mais le plus oui, un petit peu le plus compliqué, je vous avoue, pour recalculer les taux, comprendre la méthodologie que vous avez appliquée et dans certains cas, recalculer. Donc, si on passe à la prochaine slide, merci Émilie. Il ne faut pas utiliser donc les estimations de salaire brut. Il est important de n'utiliser que les salaires gagnés et payés. Donc ici, on est au réel. On n'est pas sur des estimations, à part évidemment si, comment dire, vous prenez les salaires de l'année dernière et que vous appliquez, comme le précise le guide du porteur, la méthodologie avec comment dire, les salaires annuels, le salaire mensuel sur l'année et que vous appliquez les 1720 heures. Ça, c'est encore autre chose. Sinon, on parle que du réel. La proportion entre le numérateur salaire brut et charge patronale plus autres charges à justifier et le dénominateur heures de travail contractuelles doit être gardée. Ça ne peut pas changer. On est ici pour justifier donc ce type de coût. On est sur un taux horaire. Les heures productives établies dans les conventions collectives et les contrats tiennent déjà en compte les jours de vacances et les fêtes nationales qui sont un droit du travailleur. Donc, il est inutile de les retirer une seconde fois. On ne peut pas le faire. Il faut recalculer les heures travaillées des employés dans les cas suivants. Donc, s'il y a des arrêts maladie, des congés maternité ou paternité, et réduction de journée de travail et également les heures supplémentaires. Donc, alors là, on a pris exactement la base, ce qui est donné, donc l'exemple de la Commission européenne avec les 1720 heures productives annuelles. En fonction des régimes et en fonction des contrats, vous avez des heures productives annuelles qui sont différentes. Nous vous invitons et nous vous recommandons de bien expliquer le calcul que vous avez réalisé pour arriver aux heures que vous avez déclarées pour faire votre calcul de taux horaire. Donc là, je vous invite vraiment à prendre le temps de regarder comment c'est fait. On est vraiment parti d'une considération d'ordre général, comme c'est précisé, avec les 1720 heures de la Commission européenne pour permettre à chacun de comprendre le calcul. Alors, les méthodes de calcul. Donc, vous avez le coût du salarié par heure mensuelle, le coût du salarié sur une période et le coût du salarié sur les heures annuelles. On va prendre chaque étape une par une, chaque méthode. Alors, donc, ce qui est fait, ici, vous pouvez voir les mois, les employés, le nom de l'employé, son salaire brut, les charges patronales. Il peut y avoir d'autres charges qui doivent être justifiées. Ensuite, vous avez votre coût total. Ensuite, ce qui est fait, pour les heures mensuelles, on a pris 143,33. Ce 143,33, en fait, c'est les heures contractuelles qui sont dans votre contrat, qu'on a divisé par 12. Ça va vous donner donc exactement la même chose à chaque fois. Ensuite, vous divisez le coût total par ces heures mensuelles et ça vous donne un coût horaire mensuel. Vous remarquez ici que ce coût horaire mensuel est similaire chaque mois parce que nous avons pris des heures mensuelles identiques. Toutefois, le coût total peut changer. Mais c'est juste que je tiens vraiment à préciser que les heures mensuelles, ici, elles sont vraiment identiques
partout, parce que c'est l'heure, comment dire, contractuelle. Vous ne pouvez pas changer. Donc, il y a une différence entre les heures contractuelles et les heures réellement travaillées. Là, on prend les heures contractuelles. Ensuite, vous avez les heures passées sur le projet. Et donc là, elle varie évidemment chaque mois. Et ensuite, vous avez juste à faire la multiplication pour trouver le coût du projet. Les primes ou salaires extra, donc par exemple le 13e mois, doivent être lissés sur les 12 mois. C'est afin d'éviter que, par exemple, en décembre, vous ayez un coût horaire qui explose. Donc, si, par exemple, vous travaillez, je sais pas, 100 heures, on va dire 20 heures de plus en décembre et que vous avez un taux horaire qui explose, vous comprenez que c'est pas logique, alors que le 13e mois se base sur l'année. Voilà. Ensuite, les heures annuelles. Donc là, ici, c'est exactement la même chose, sauf que on a pris donc le coût total sur l'année, les heures mensuelles sur l'année. Donc normalement, c'est ce que vous avez dans votre contrat. Ici, on a pris les 1720 heures de notre exemple. Ça fait un coût horaire mensuel et vous appliquez ce coût horaire pour chaque mois sur les heures passées sur le projet. Donc également, bon, là c'est une remarque, les primes et salaires sont lissés sur les 12 mois, même si au final, dans ce cadre-là, ça ne change absolument rien. Et donc, oui, là c'est donc sur une période donnée, donc c'est pas sur une année complète. Donc là, on a pris exactement la même méthodologie. Toutefois, dans le cas des primes de fin d'année, donc 13e mois décaissées en décembre, le montant ne pourra pas être lissé sur la période car il se trouve en dehors de la période. Je rappelle qu'une dépense éligible est éligible à partir du moment où elle est décaissée dans la période comprise dans votre déclaration. Ici, puisque votre 13e mois, par exemple, est décaissé en décembre, elle ne pourra pas être prise en compte dans le calcul des taux horaires. Voilà. Toutefois, les heures de la période ont été calculées en divisant les heures contractuelles annuelles. Là, je vous le précise. Donc, on a pris 1720 heures. On a divisé par 12 et on l'a multiplié sur 8 mois pour avoir le nombre d'heures sur la période considérée. Voilà. Donc, les erreurs que l'on a vues, c'est souvent en fait, comme le précise ici la méthodologie qui avait été appliquée, donc on a pris le salaire brut mensuel avec parfois aussi les charges patronales et on l'a multiplié par un pourcentage. Ce pourcentage, c'était les heures dédiées sur le projet, sur le nombre d'heures réellement travaillées dans le mois. Cette méthodologie n'est pas acceptée dans le guide du porteur. Les frais de personnel d'employés travaillant à temps partiel variable sur le projet doivent justifier le montant déclaré en utilisant un coût horaire. Sachez que pour cette première déclaration, comme je vous l'ai dit, nous aussi, on a essayé de s'adapter au mieux au guide du porteur et à comprendre votre méthodologie qui est propre à chacun. Mais ça, justement, on ne peut pas changer. Le coût horaire doit rester, la méthodologie, en tout cas, de calcul du taux horaire ne peut pas changer. Évidemment, chacun a des spécificités, des charges supplémentaires. On en reviendra après avec la question, avec les questions. Mais en tout cas, la méthodologie ne peut pas changer. Et on vous invite vraiment à documenter votre méthodologie de calcul pour que nous, derrière, ça nous facilite et notre travail et qu'on évite de vous reposer la question derrière. Donc là, c'est un exemple vraiment de tableau que vous pourriez utiliser. La forme n'a pas d'importance. Moi, c'était juste un exemple. Donc là, c'est vraiment pour bien différencier et bien comprendre ce que vous avez intégré dans votre calcul. Voilà, c'était juste un exemple de calcul, de tableau. On vous invite à en faire d'autres, hein, mais ce n'est pas fermé. Simplement pour rappeler que la présentation sera mise en ligne, hein, que on passe vite la diapositive et que vous pourrez récupérer les informations de David sur son PowerPoint. Je passe à la diapo suivante. Donc alors, on a reçu une question que je vais prendre le temps de répondre.
Donc, dans le cadre de la taxe sur les salaires, est-ce que cet impôt est éligible et doit-il être inclus dans le calcul du taux horaire? Donc, à partir du moment où vous attestez par écrit que votre organisme est assujetti à cet impôt, alors que cette charge supplémentaire sur le personnel doit être considérée comme éligible. Donc, oui, elle est éligible. Elle doit en effet être intégrée au niveau du taux horaire en lissant l'impôt sur toute la période considérée par la déclaration. Le détail des calculs par employé doit être apporté pour valider l'éligibilité de cette dépense. Donc, si cet impôt, vous justifiez, que vous êtes assujetti, donc il faut prouver que votre organisme est assujetti à cet impôt, et deux, que vous précisez le calcul que vous avez réalisé par employé, alors oui, cette dépense est éligible. Je tiens à préciser que si cette dépense, lors de nos contrôles, n'a pas été considérée comme éligible alors que vous avez apporté toutes ces justifications, je vous invite à les redéclarer pour la prochaine déclaration et en précisant dans une note pourquoi vous les déclarez et pourquoi vous les considérez, enfin pourquoi ils sont éligibles. Comme ça, nous, ça nous facilitera et on comprendra mieux pourquoi vous les déclarez une nouvelle fois. Voilà. Merci beaucoup. Je tiens également à vous remercier aussi bien pour votre patience, mais aussi pour votre réactivité pour certains. On avait 105 projets, on n'a pas pu vous répondre tout de suite, tout le temps. On essaiera d'améliorer ça pour la prochaine déclaration. Mais en tout cas, je souhaitais vous remercier à tous pour votre collaboration et j'espère qu'on aura un meilleur processus pour la prochaine déclaration. Merci beaucoup. Merci David. Alors, pour cette présentation, et surtout sur les dépenses de personnel, je souhaitais introduire aussi Virginia Diaz, qui est à côté, qui est l'autre personne derrière son écran que vous devez voir à l'écran. C'est la personne qui coordonne du côté espagnol. Je laisse peut-être Virginia se présenter juste aux bénéficiaires français, bien que vous serez moins en contact avec elle, a priori. Donc, on a tendance à parler dans les deux langues ici. Je ne sais pas dans quelle langue tu souhaites t'exprimer, Virginia. ¿Quieres saludar a la... Mais bon, bonjour à tous. Et bon, je suis toujours disponible pour ce que vous avez besoin. Et bon, mais David, c'est le pas de contact, c'est le focal point pour ces travaux. Mais quand même, je suis disponible. Merci beaucoup, Virginia. Juste pour que vous soyez conscients qu'en fait, le contrôleur français et espagnol sont en contact, qu'il leur arrive d'ailleurs de vérifier que vous n'avez pas passé les dépenses des deux côtés, parce que ce sont des choses, même si on sait qu'elles ne sont pas intentionnelles, qui peuvent arriver. Donc, ça fait partie de ces petites choses. Et donc, c'est Virginia qui va faire la présentation du côté espagnol dans quelques... Donc, c'est à quelle heure déjà? C'est en une demi-heure, je crois. 12h30, je crois. Oui. 12h30, à midi et demi. Donc, à une heure plutôt espagnole. Donc, voilà pour cette première introduction. Donc, il y a énormément de choses. On insiste vraiment sur les dépenses de personnel parce que c'est là où vous avez le plus de dépenses refusées, vraiment. Hein. C'est dans des histoires de calcul qui, bien qu'ils soient pertinents de votre point de vue, en fait, parfois est même à votre désavantage. Donc, c'est important de les indiquer. Ce que vous indiquez, David, ça vous permet d'avoir une méthode que vous avez la garantie qu'elle sera acceptée par le contrôleur. Néanmoins, il peut en exister d'autres. Et si ça s'avère trop lourd sur votre structure de changer complètement, il faut s'adapter et au besoin, vous pouvez appeler le secrétariat conjoint. On pourra voir comment faire et vous accompagner dans des cas particuliers. Mais bon, c'est pour essayer, comme il y a beaucoup de demandes sur comment faire pour passer les dépenses et quelle est la bonne méthode, voilà. L'idée, c'était de vous donner un outil qui était cette présentation qui sera mise en ligne sur ce point-là. On reviendra de toute façon, j'imagine que toute cette présentation appellera des questions de votre part auxquelles nous tâcherons de répondre de façon conjointe. Je pense qu'on a fait à peu près le tour. Je regarde mes collègues du secrétariat conjoint pour savoir si d'autres messages doivent être transmis. Non ? Bon, bien, on me dit que oui. Donc je rappelle, au 1er avril, ce sera la prochaine déclaration de dépenses. Donc vous avez tout le mois de mars pour saisir vos dépenses sur l'application SIGEFA.
Je vous invite à regarder ce webinaire et regarder le précédent qui a eu lieu en juin dernier, dans lequel on vous expliquera comment on fait l'archivage, qui est un point clé. Et les contrôleurs ne diront pas le contraire parce qu'on a beaucoup de mal à trouver les pièces. L'outil SIGEFA vous permet d'envoyer les liens quand le contrôleur vous dit « je ne trouve pas telle pièce ». Vous pouvez lui envoyer directement, comme ça il clique sur le lien et de la même façon, lui peut faire de la même façon, on peut en faire de même. Et mettez vraiment à jour vos données de contact sur l'application. J'en profite pour vous indiquer qu'en principe, mais nous communiquerons de nouveau là-dessus, pour la prochaine déclaration de dépenses, nous utiliserons ce qu'on appelle le module de notification. C'est-à-dire que les informations du contrôleur, au lieu de vous être envoyées par mail, vous seront envoyées sur l'application. Et si vous n'avez pas bien saisi votre email pour recevoir l'information que vous avez une notification sur SIGEFA, vous ne recevrez pas la phase contradictoire. Et attention, parce que la plupart des grosses dépenses refusées, c'est pour absence de réponse à la phase contradictoire. Donc, vraiment, soyez attentifs à la mise à jour de vos données sur l'application SIGEFA. Pensez à y rentrer régulièrement pour aller voir si vous n'avez pas des notifications, si vous avez des doutes. Je vous invite vraiment à faire attention à ce point-là, parce que c'est dommage de perdre des dépenses et c'est des efforts pour tout le monde et qui sont désagréables pour tout le monde. Voilà. Je vous souhaite bon courage pour cette prochaine déclaration. Le secrétariat conjoint est à votre disposition pour vous accompagner sur les points techniques. Le contrôleur, éventuellement, on va éviter de les ennuyer à l'amont, puisque leur travail, c'est de vous contrôler, c'est pas de faire trop de pédagogie, même si là, c'est dans l'intérêt de tout le monde. Donc, passez par nous en premier lieu. De toute façon, on les contacte et on se met en contact avec eux lorsqu'il y a ce besoin. Je vous souhaite bon courage et puis on vous dit à bientôt et à tout à l'heure sur la session en espagnol. Au revoir à tous. Wow. Là, je sais pas comment.